Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un mois après le grand dialogue national, le désastre humanitaire atteint un pic inquiétant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon l'UNICEF, plus de 800 000 enfants ont été privés d'école sur le théâtre de la crise anglophone. Au regard de cette situation, les parlementaires, convoqués en session ordinaire le 12 novembre prochain, peuvent-ils exercer leur pouvoir législatif pour faire appliquer les recommandations du grand dialogue national? Vous suivrez dans ce journal le gouvernement qui fait le point sur la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Le limogeage du staff technique des Lionceaux de moins de 17 ans suscite de vives réactions dans les milieux du football. Certains techniciens désapprouvent la décision de la FECAFOOT, estimant qu'il n'existe aucun championnat de football jeune au Cameroun. D'autres essayent de comprendre la FECAFOOT, estimant que le staff technique devait adhérer à la charte qui a été donc mise en place pour les équipes nationales de football au Cameroun. Réaction croisée dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'UNICEF monte encore au créneau pour interpeller le gouvernement sur la situation humanitaire dans les régions anglophones. Selon cette agence des Nations Unies en charge de l'éducation et de l'enfance, elle fait savoir que près de 800 000 enfants ont été privés d'école sur le théâtre de la crise anglophone. Ceci est lié aux violences meurtrières et aux attaques ciblées contre des écoles, des enseignants et même les enlèvements des élèves qui se poursuivent selon les Nations Unies. On fait le point avec Gladys Sidier. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le bilan de 3 années de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est désastreux sur le plan de l'éducation. Plus de 8 500 enfants ont été privés d'école depuis le déclenchement de la crise anglophone, selon l'agence onusienne, qui révèle dans son rapport qu'au moins 70 écoles ont été détruites et des élèves et enseignants enlevés. Et 2 mois après le début de la nouvelle année scolaire, environ 90% des écoles primaires publiques, soit plus de 4100 écoles, et 77% des écoles secondaires publiques, soit 744 institutions secondaires, restent fermées ou non opérationnelles dans les régions anglophones. Une crainte très réelle de la violence empêche également les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, les enseignants et le personnel de se présenter au travail, dénonce l'UNICEF. Sans une action urgente et sans un engagement de toutes les parties au conflit à protéger l'éducation sous toutes ses formes, l'avenir de ces enfants est en danger. L'UNICEF estime que ces enfants encourent un plus grand risque d'être recrutés par des groupes armés, de se marier, d'avoir des grossesses précoces et d'être victimes d'autres formes d'exploitation et de maltraitance. L'UNICEF et ses partenaires appellent le gouvernement camerounais, les forces armées, les autres parties au conflit et la communauté internationale à prendre des mesures concertées pour faire cesser les attaques et les menaces contre les écoles et à appuyer un apprentissage de qualité pour chaque enfant dans ces régions en conflit. Et dans la région du nord-ouest, une réunion sécuritaire s'est tenue à Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest. Et le ministre de l'administration territoriale fait savoir que la situation sécuritaire se normalise peu à peu. Néanmoins, Paul Atangandi a interpellé les conducteurs de mototaxis soupçonnés d'être les complices des actes terroristes et des actes d'enlèvement dans la région du nord-ouest. Il leur a accordé un sursis de 9 mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. Sinon, ils seront arrêtés et traduits en justice pour être soupçonnés d'être impliqués dans les actes terroristes dans la région du nord-ouest. Ce sont les propos du ministre de l'administration territoriale. La dernière session ordinaire du Parlement vient d'être convoquée selon le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle débute le 12 novembre prochain au Palais des Verts de Ngouekele et au Palais des Congrès à Yaoundé, au-delà de l'examen du projet de loi des finances 2020. Il y a également d'autres projets de loi qui pourraient laisser entrevoir une volonté politique ou non de mettre en application les recommandations du grand dialogue national.
La rentrée parlementaire, du moins la dernière session de l'année 2019, débute le 12 novembre prochain. Évoquons à présent cette mobilisation des populations à la suite d'un déplacement du professeur Maurice Kamto dans la région de l'Ouest, précisément à Bafoussam. Le déplacement du président national du MRC a suscité l'intérêt d'une foule de sympathisants et autres curieux. Dès son entrée dans la région de l'Ouest, le président du MRC et son cortège ont été escortés jusqu'au lieu du drame. Une mobilisation des populations qui visait à saluer cet ancien candidat à l'élection présidentielle. Maurice Kamto a planté l'arbre de la paix sur le lieu du drame, un acte symbolique et traditionnel pour saluer la mémoire des personnes décédées à la suite de la catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam il y a quelques jours. Et précisons que le Premier ministre représentant personnel du chef de l'État doit se rendre à Bafoussam samedi pour un hommage à ces personnes décédées à la suite de la catastrophe meurtrière survenue il y a quelques jours dans le 2e arrondissement de Bafoussam. Alors que le professeur Maurice Kamto projette un meeting politique samedi 9 novembre au lieu dit Petit Terrain à Bonamoussadi, la dite manifestation vient d'être interdite. C'est une décision du sous-préfet de Douala 5. Les motifs de l'interdiction sont l'absence de l'accord du gestionnaire du stade et le risque d'infiltration des individus aux intentions douteuses susceptibles de poser des actes de nature à troubler l'ordre public. Ce sont les motifs invoqués par le sous-préfet de Douala 5e pour interdire la manifestation projetée par le professeur Maurice Kamto, président du MRC. Dans le reste de l'actualité, les présumés membres d'un gang qui avait cambriolé les passagers du bus Binam lors d'un voyage vers Obala viennent d'être arrêtés. Ils ont été présentés à la presse ce matin à Yaoundé. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Un gang de 5 malfrats démantelé par la Légion de gendarmerie du centre à Yaoundé. Ils sont présentés comme les auteurs du braquage d'un bus de transport sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam. Informés de cela par nos hommes, nous avons envoyé une équipe sur le terrain afin de rassembler le maximum d'informations en rapport avec cet événement. Au terme des actions que nous avons menées, nous avons pu mettre la main sur 3 des 4 qui ont effectivement pris part à ce braquage. Mais vous avez pu constater qu'ils sont 5. C'est dû au fait qu'il y a une phase antérieure qui a consisté en la planification de cet événement. Et les 2 que nous avons pris par la suite, c'est notamment celui qui a promis, dans le cadre de leur préparation, apporter une arme. Et le deuxième, c'est celui qui a fourni l'arme. Donc au total, nous avons 5 malfrats qui sont mis hors état de nuire. Le 6e court encore. La gendarmerie dit l'avoir localisé. Et très bientôt, il sera aux arrêts. C'est dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier que le braquage a eu lieu. Nous avons chargé de l'agence, arrivé à Mobile, maintenant on l'a apporté, ils disaient qu'ils allaient à Bafoussam. On l'a apporté, arrivé au niveau du carrefour Bala, au Dodan de Bala. Le gros est sorti, s'est levé avec la main, s'est dirigé vers le chauffeur et a braqué le chauffeur, a braqué son arme sur le chauffeur. Et puis ils m'ont demandé de me coucher au couloir de la voiture. Ils sont allés à une distance, je ne sais pas. Nous sommes entrés au champ. À un moment, il a demandé au chauffeur de s'arrêter, d'arrêter la voiture et d'allumer dans la voiture. Le chauffeur a exécuté ce qu'il disait et puis il a demandé au chauffeur de descendre. Le chauffeur est descendu. Ils ont commencé à faire descendre certains passagers où il est fouillé au sol. La gendarmerie explique que les malfrats sont organisés en 2 groupes, dont l'un opérant dans le Fundi et la Lekié et l'autre dans le Mbam. La perquisition effectuée au domicile de l'un des braqueurs à Obala a permis de saisir un important stock de matériel dangereux. Les enquêtes se poursuivent car il pourrait y avoir une complicité entre le chauffeur du bus et les agresseurs. Les effets que vous avez vus également, c'est les effets que nous avons récupérés à la suite de la perquisition effectuée dans le domicile de l'un de ces malfrats au niveau de Bala. Les 3 qui ont été pris sont des repris de justice. Le 4e aussi que nous recherchons. Et celui qui a perçu l'argent envoyé par Orange Money, c'est un détenu de prison. Donc globalement, voilà comment ça s'est passé. L'enquête n'est pas close parce que nous allons continuer demain à pouvoir établir s'il y a un lien entre le chauffeur et ses malfrats. Après avoir quitté l'agence à Yaoundé,
À destination de Bafoussam, le chauffeur a marqué un arrêt pour embarquer d'autres passagers au bord de la route. Des passagers qui ont finalement orchestré le braquage. Étaient-ils complices? Seule l'enquête le dira. Toujours est-il que le ministère des Transports, pour sa part, au lendemain de l'agression, avait retiré le permis du chauffeur pour ramassage et surcharge dans un cas de transport en commun. Parlons à présent du désordre urbain qui fait de la résistance à Yaoundé et des conducteurs de mototaxis qui donnent du fil à retordre aux autorités locales. C'est le constat que déplore le gouverneur du centre, Paul Nasseri Beya, annonce le retour de la police municipale et avertit les conducteurs de mototaxis de respecter les zones de limitation de la circulation dans le centre-ville du Yaoundé, dans les périphéries de la cité capitale. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Une réunion pour frapper du poing sur la table en ce qui concerne l'activité des mototaxis dans la ville de Yaoundé. L'activité de mototaxi devait être confinée dans les zones périurbaines. Donc les mototaxis au départ, ce n'était pas fait pour venir dans la ville, en plein cœur de la ville. C'était pour desservir les zones dans lesquelles ne pouvaient pas accéder les taxis. La disposition date de 2012, mais la réalité aujourd'hui est tout autre. Parce que maintenant vous êtes au boulevard du 20 mai où les motos sont là, vous êtes à la pause centrale, les motos tournent. Est-ce que c'est normal? Vous êtes au rond-point primature, vous rencontrez Maïma où les motos sont là, Wardal, est-ce que les motos doivent arriver là-bas? Les mototaxis sont interdits de circulation au centre-ville de Yaoundé et sur les voies principales des 7 arrondissements de la cité capitale. Au cours de la réunion présidée par le gouverneur de la région du centre, les conducteurs de mototaxis demandent une clémence. Si cette première page pouvait d'abord être respectée, pendant que nous faisons le travail, appuyé par les FNO, pour sensibiliser et réprimander les récalcitrants. La première page du document, co-signé par le préfet du département du Mfundi et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, concerne principalement le centre-ville de Yaoundé. Les mototaxis devront également se faire identifier par des gilets dont la couleur varie selon l'arrondissement. Le jaune pour Yaoundé 1er, l'orange pour Yaoundé 2e, violet pour Yaoundé 3e, le rose pour Yaoundé 4e, le vert pour Yaoundé 5e, le bleu pour Yaoundé 6e et le rouge pour Yaoundé 7e. Mais au cours de la réunion, seuls les conducteurs de mototaxis de l'arrondissement de Yaoundé 1er sont reconnaissables à leur gilet jaune. En même temps qu'ils plaident la clémence, les conducteurs dénoncent le jeu de trouble de certains hauts gradés et élites qui plombent les campagnes d'assainissement. Quand on attrape ces mêmes gens, on amène, ils sont libérés, nous sommes menacés, nous sommes torturés même après. On a un dernier cas où on a attrapé cette moto, on a amené à la villa de Bogoti. Le lendemain, la moto a été libérée et on a reçu des coups de menaces par téléphone. Face aux dénonciations des conducteurs de mototaxi, le gouverneur de la région du centre exige plutôt que force revienne à la loi. Nous avons convoqué cette réunion ce matin pour qu'on s'entende, qu'on se dise la vérité et qu'on accepte à respecter les lois et les règlements de notre pays. Vous êtes en train d'abuser ça. Ça ne peut pas continuer. Je dis que ça ne peut pas continuer. Pour les autorités donc, les conducteurs de mototaxi doivent revenir à la raison et respecter les zones de délimitation, à savoir le centre-ville et les voies principales des arrondissements de la ville de Yaoundé. Le prix de la fourrière pour les contrevenants est de 25 000 francs CFA. Je vous invite à présent à découvrir une autre zone à risque dans le 3e arrondissement de Douala. Là-bas, les populations savent à quel point le danger est permanent. Néanmoins, elles font savoir qu'elles ne peuvent pas quitter ces lieux faute d'avoir accès à un logement décent dans la cité capitale économique du Cameroun. Elles implorent la réaction des pouvoirs publics afin d'éviter le pire après la catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam. Reportage avec Mitterrand Dam et Michel Ngachou.
Les zones à risque sur lesquelles vivent les populations de certains quartiers de Douala ne font plus peur, alors qu'ici le risque d'un écroulement, voire d'un éboulement est permanent. Nous sommes ici au quartier Mboko à Douala, un quartier bondé du 3e arrondissement de la ville. Le lieu où se cache le sinistre éventuel s'appelle Mboko Éducateur. Ici se trouve un terrain accidentel où les personnes ont choisi d'y construire de la façon la plus archaïque, vivant au quotidien avec le danger. Les gens qui habitent là-bas, je ne sais pas comment ils vivent là-bas. Et eux-mêmes, ils sont dans les risques. Parce que si quelqu'un est là-dedans, il est en train de dormir, la maison s'écoule, la terre s'écoule. C'est la famille qui est perdante. Et nous-mêmes, les entourages, nous sommes vraiment dans les risques. C'est loin d'être un lieu de pèlerinage, malgré son austérité. Les constructions reposent sur un sol qui, à chaque pluie, transporte dans ses mares d'importantes quantités de terre. Au-delà de l'érosion, les habitants de ce quartier y ont aussi contribué à son effritement. Les gens creusaient la terre pour rembler le marécage. Le plus dur, c'est la réalité dans laquelle vivent ces populations malgré le risque exponentiel d'une catastrophe. Une nuit, il a plu, ça s'est écoulé, c'était les toilettes qu'on utilisait en haut là, les toilettes de la maison qui est en haut là. Ça s'est écoulé. Il y avait bien la terre ici là, le passage, on y a eu un peu le passage. La réalité est plus que forte. À la recherche d'une explication plausible de sensibilisation éventuelle des populations sur les dangers, les rares témoins qui ont accepté de parler au micro de Télé Equinox délient les langues. Une année, il y avait la terre qui s'était écoulée là devant là. Ça avait enterré un enfant peut-être de 18 ans, 17 ans comme ça là. Ça l'avait tué. Il y avait un gars qui était succombé dans le trou, dans la fosse. Donc la terre l'avait oui, et le sous-préfet, tout le monde, même le chef était allé appeler le sous-préfet, ils sont venus interdire toute habitation et à risque qu'on arrête. Mais il y a les gens du quartier qui font la réunion pour arrêter ça. Et même le chef lui-même a demandé, même la dernière fois on a même fait pour construire. Quelqu'un voulait se construire là, le chef a interdit. C'est une zone sur laquelle le dévolu doit être jeté par les autorités en vue de prévenir d'éventuels décès du genre mouvement de terrain. Selon ce que j'ai vu aussi à la télé, j'ai peur. Mais actuellement, j'ai peur. Si ça dépendait de moi, les gens qui sont aux alentours, là, ils pouvaient vraiment quitter. Parce qu'on ne sait jamais. Au moment où le Cameroun pleure ses nombreux enfants de la récente catastrophe de Ngouachi à Bafoussam qui a fait 43 morts, dû à un éboulement de terrain, Mboko Éducateur, dans le 3e arrondissement de Douala, du haut de sa toiture, peut à tout moment décréter de nouvelles victimes. Dans le département du Mungo, il y a des routes qui sont en piteux état et la situation profite aux agresseurs lors des passages des voitures de transport interurbain. Les populations attirent l'attention des pouvoirs publics à cet effet. Reportage avec Cyril Djemba et Michel Ngachou. C'est désormais de cette façon que l'aménagement des voies publiques se fait sur la nationale numéro 5. Les nids d'éléphants donnent du travail aux riverains de la localité de Bonnet, dans l'arrondissement du Lonako. Nous sommes dans le Mungo. Ils ont choisi ces jeunes de solutionner de la façon la plus archaïque qu'il soit le problème de route qui est devenu un scandale pour les usagers. Mon frère, c'est très grave. C'est très grave. On ne parle même plus. On essaie vraiment si on arrive vraiment ce qu'on est arrivé. C'est là où le chef d'État s'y part en visite en Konsamba ou à Baminda. C'est ce qui doit passer. Il ne faut pas que c'est le jour où il va passer qu'on arrange la route. Vraiment qu'on voit ce qu'on peut faire pour ce Cameroun à propos des routes. Au moins des axes lourds. La dégradation de la chaussée à cet endroit au lieu dit pont et Bonnet vise l'extrême. Le bitume profondément creusé et gardant les eaux de pluie contraste avec une route de qualité, causant très souvent des accidents, devenant même un motif d'embouteillage et un repère d'agresseurs. On agresse la nuit et on décharge les voitures, les camions qui passent. Les gens du camion comme ça, on décharge. Ce n'est pas bien. Et nous, on n'accepte pas ça dans notre village. Une réalité mal perçue par les habitants et les voyageurs qui visent leur ras-le-bol d'une nationale qui dessert tout un département du littoral. Vous les voyez, voilà, et on peut le payer tous les jours. Vous voyez l'état des routes. C'est juste à l'abri du pont. En deux, ça va se couper en deux. Vous voyez, c'est normal. Le gouvernement camerounais, chaque jour, les gens meurent dans les axes lourds pour les routes pareilles.
Hein? Les taxes, tout ça, les transporteurs payent, les chauffeurs payent, rien ne change. Alors que le Cameroun s'apprête à mettre en place le projet de paiement par voie électronique, qui s'effectueront sur 14 postes les plus rentables à moderniser cette année, notamment les postes de Mbanga et Mandjo sur cette nationale, le Fonds routier du Cameroun dans ses missions, ici, est très attendu. Parlons football. Après la débâcle des Lionceaux de moins de 17 ans à la Coupe du Monde de leur catégorie, la Fédération camerounaise de football a limogé le staff technique, invoquant leur contre-performance et leur refus d'adhérer à la charte des sélections nationales. Cependant, certains techniciens de football désapprouvent cette décision de la Fédération camerounaise de football et font savoir qu'il n'existe aucun championnat de football jeune au Cameroun. Réaction croisée dans ce reportage que signe Sylvain Hippolyte Zangao. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de ce show qu'organise Orange Cameroun, un festival artistique et culturel pour mettre en avant la culture africaine, mais également permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir les clés pour améliorer leur activité entrepreneuriale. Reportage. Pour sa 4e édition, Orange Cameroun décide de transformer le concept Orange Show en festival de musique. Et pour ce faire, des artistes de renom, dont Ténor, Malos Le Viber, Mistaleo, Daphné et Charlotte Dipanda, sont invités à prendre part à ce festival qui se tiendra pour la première fois à Yaoundé. Déjà, nous sortons du cadre de concert au cadre de festival, qui est une grande innovation. L'idée pour nous, c'est de dire, avec des professionnels de la musique, nous voulons valoriser, développer la musique locale au Cameroun. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller de façon graduelle. C'est pour ça que les 2 premiers SBO, vous nous avez vu nous concentrer d'abord sur 100% local, ensuite local plus international, maintenant Douala plus Yaoundé, et après on va s'étendre aux autres régions. Le festival de musique Orange Show connaîtra cette année plusieurs articulations, dont les talk shows et autres prestations scéniques. Tout ceci avec pour but de valoriser l'industrie musicale au Cameroun. Il y a une nécessité pour nous de transmettre notre culture, de transmettre le professionnalisme pour que ce marché puisse devenir compétitif, parce que c'est dans la compétition qu'on crée des compétences. Il faut qu'on soit challengé, on veut donner la chance à toutes ces personnes de pouvoir aussi collaborer ou pas. Mais en tout cas, je pense que la formation est un aspect essentiel du développement de toutes les industries et ça fonctionne aussi pour les industries musicales. C'est pour ça qu'on a mis en place ces panels et ces masterclass pour pouvoir partager notre culture, partager nos compétences à l'image de Orange. Pour donner un coup d'éclat spécial à cet événement, Orange Cameroun a sollicité plusieurs partenaires expérimentés dans l'organisation et la tenue de ce tout premier festival, dont Universal Music Africa. L'espère, Orange le fait déjà depuis, c'est sa 3e année. On va essayer d'être suffisamment performant pour pouvoir le faire longtemps avec eux et justement développer ce réseau. Ils ont beaucoup d'idées pertinentes, ils sont assez étendu pour qu'on puisse envisager des partenariats qui soient très fructueux pour toutes les régions. Et si on peut partager ce contenu, partager notre culture, la façonner avec l'aide d'un opérateur de téléphonie comme Orange, nous on est preneurs et on collabore à ce genre d'initiative et on va se donner à fond pour pouvoir atteindre nos targets communes. Et pour prendre part à ce festival, les formalités de participation s'effectuent via le code de l'opérateur, le dièse 111 star 0 dièse. Et ça vous amène sur un menu. Une fois que vous êtes sur ce menu, vous avez la possibilité de choisir soit le concert de Douala ou de Yaoundé. Et quand vous avez choisi le concert que vous voulez, vous avez 3 paliers de tickets. Vous avez le ticket de 5 000 que vous pouvez acheter, mais ce n'est pas un ticket, il est offert. Le ticket n'est pas vendu. Vous achetez 5 gigas de data, valable pour un mois, nous vous offrons le ticket. Ou vous achetez 15 gigas de data, nous vous offrons un téléphone 3G plus un ticket de concert. Ou vous achetez 30 gigas de data à 30 000, on vous offre un téléphone 4G et un ticket VIP. L'autre manière de le faire, c'est aller sur l'application Orange et Moi. Une fois enregistré, le public et les abonnés d'Orange Cameroun sont attendus le 21 décembre 2019 au canal Olympia de Douala et le 22 décembre 2019 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dès 18 h pour célébrer l'art et la musique. Le limogeage du staff technique des Lionceaux de moins de 17 ans est loin de faire l'unanimité dans les milieux du football. La FECAFOOT leur reproche le manque de performance durant la Coupe du Monde des moins de 17 ans et le refus d'adhérer à la charte des sélections nationales.
Cependant, les techniciens de football estiment qu'ils ne pouvaient pas faire une meilleure performance au regard de l'absence des championnats de football jeunes au Cameroun. Il s'exprime dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'ensemble de son staff technique, médical et administratif viré de l'équipe nationale de football du Cameroun des moins de 17 ans. Le président de la Fédération camerounaise de football qui a pris cette décision la justifie par la sortie prématurée de l'équipe de la Coupe du Monde U17 au Brésil et le refus de signature de l'acte d'adhésion à la charte des sélections nationales de football. Mais pour des entraîneurs et éducateurs de football chargés de la formation de ces jeunes, ces motifs ne sont qu'un prétexte. La tête de Libi Thomas, seul entraîneur présent en Coupe du Monde avec le statut d'entraîneur sélectionneur adjoint, était déjà mise à prix. L'Africa Foot a cherché un bouc émissaire, vu que nous sommes allés à une compétition avec des gamins qui ne compétissent pas, d'où la nécessité réellement d'implémenter ce football des jeunes. Voyez, nous étions à un mondial avec le Kazakhstan, tout ceci. Vous avez vu les résultats. Les jeunes, ils ne jouent pas. On a combien de matchs pour aller faire une compétition de grande envergure comme la Coupe du Monde, pour croiser l'Espagne, pour croiser l'Argentine et autres. Moi, je pense que c'est le résultat d'une mauvaise préparation déjà au niveau administratif, au niveau de la direction technique. Ces joueurs manquaient de compétition face aux Espagnols et aux Argentins qui accumulent plus d'une vingtaine de matchs par saison, grâce au championnat de jeunes organisés dans leur pays, ce qui est inexistant au Cameroun depuis près d'une décennie. Pour les éducateurs de football camerounais, l'argument d'une sortie prématurée de la Coupe du Monde doit d'abord s'appliquer à la Fédération camerounaise de football chargée d'organiser les championnats. Éternel adjoint, après le décès de l'entraîneur Diallo Siewi depuis 2 ans, Libi Thomas est limogé, non sans avoir remporté le moindre titre. Avec les U17, il a remporté la Coupe de l'UNIFAC et la CAN en Tanzanie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.